Bienvenue sur Nouvelle Era, le podcast qui met en lumière une jeunesse qui ose et illumine notre société. Moi, c'est Sidonie et je suis ravie de t'accueillir dans mon univers. Ici, je donne la parole à la nouvelle génération qui ose écouter sa petite voix et qui réinvente nos façons de vivre, de travailler et de rêver. J'espère que ces écoutes te permettront à ton tour de tracer ta propre route. Un grand merci à Subdepub d'être le partenaire officiel de ce podcast. J'y ai passé mes 3 dernières années d'études, dont mon master en création audiovisuelle, et c'est là que j'ai appris à transformer mes idées en projets concrets. Subdepub, c'est une école de communication, du bachelor au master, qui encourage ses élèves à oser, expérimenter et créer des parcours qui font la différence. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site internet subdepub.com. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Nouvelle Era, le podcast d'une jeunesse qui ose. Aujourd'hui, je reçois Félix. Coucou! Salut! Ça va? Ça va et toi? Oui, super. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis ravie qu'on puisse avoir cette discussion. Avant qu'on rentre un peu plus dans les détails de plein de choses différentes, je voulais te présenter et présenter aussi la manière dont on s'est rencontrés. Donc c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Félix, un des 100 designers qui font rayonner le design français à l'international. On s'est rencontrés lors d'un événement pro où je travaillais en tant que vidéaste. On a échangé quelques mots, puis nos contacts, avant que tu ne m'écrives quelques jours plus tard pour me parler de mes projets, puis des tiens, et notamment d'Extraterrasse, ta marque de mobilier design. À ce moment-là, j'étais dans une période assez intense professionnellement et ma batterie sociale était un peu à plat. Et oui, ça arrive. Alors quand tu m'as proposé qu'on se rencontre, je t'ai suggéré un appel plutôt qu'un déplacement dans Paris. Erreur. Au bout de quelques minutes, je me suis rendu compte que tu faisais partie de ces personnes passionnées qui me redonnent de l'énergie. De celles qui expérimentent, doutent parfois, mais avancent toujours. Et ça fait du bien de t'entendre, de ne pas me sentir seule. Alors, à l'époque, tu jonglais déjà entre plusieurs vies. Un CDI engagé autour des questions de mobilité et de transition des territoires, avec une forte dimension d'impact, et Extraterrasse, ce projet que tu développes depuis plusieurs années en parallèle. À l'heure où on se parle, seulement quelques mois après, tu as quitté ton CDI, pris un stagiaire et tu t'es lancé à 200% dans cette aventure entrepreneuriale. Entre design, impact, entrepreneuriat et quête de sens, je suis sûre que cette conversation va en inspirer plus d'un. Bienvenue sur Nouvelle Era. Merci. Je voulais rappeler un peu ce moment où on s'est rencontrés et puis surtout où on a échangé par la suite parce que c'est vrai que c'était un moment qui était hyper intense pour moi où il y a eu plein de choses entre le podcast et tout ça. Et je m'étais dit, je pense qu'on va faire un appel, ça va être plus simple dans mon emploi du temps de caler ça comme ça. Et en fait, je me souviens de ce moment où on s'est appelé, je me souviens que je venais d'emménager avec une de mes meilleures potes. J'étais dans ma chambre et je me souviens qu'elle était dans le salon. Elle m'a entendu discuter avec toi pendant 1 heure. Elle m'a dit, mais ça a l'air trop cool votre appel. Et quand on s'est appelé, je me suis dit, mince, il fait partie de ces personnes que j'aurais vraiment dû aller voir et rencontrer. Parce que ce genre d'échange qu'on a eu, ou quand chacun on a un projet entrepreneurial et qu'on sent qu'on vit de sa passion, c'est trop chouette et ça fait du bien. Et du coup, voilà. Et merci déjà de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là. J'avoue que je suis tout le temps comme ça à aller vers les autres, vu que j'ai, on va dire, pas fait une école de commerce ou que j'ai pas fait un parcours entrepreneurial. Dès que je vois d'autres jeunes comme moi qui lancent des trucs de eux-mêmes, qui vont créer un concept, créer une entreprise, créer un compte Insta ou n'importe quoi, je vais tout de suite aller vers eux et à chaque fois, en fait, je suis sûr qu'on va toujours rencontrer les mêmes problématiques, un peu les mêmes galères. Et donc, je vais souvent être assez avenant pour proposer quelque chose, que ce soit un café, un appel. Mais en fait, même cet appel, moi, je me souviens quand on s'est appelé, je pense que j'étais en stress sur pas mal de choses. Et en fait, rien que de parler avec quelqu'un d'autre qui se lance aussi, qui a aussi des doutes, ça te rassure. Si tu as un petit down, ça te permet de rebondir, de repartir, ça te redonne de l'énergie. Ouais. Donc, j'essaye vraiment tous les jours, vu que je suis tout seul sur Extraterrasse, j'essaye vraiment de me nourrir de relations comme ça que je vais créer. Et en fait, j'avoue que je le fais souvent, d'envoyer des messages sur LinkedIn, sur Insta, des messages hyper spontanés, mais qui, des fois ça aboutit, des fois ça aboutit pas. J'en sors toujours plus grand de ce genre d'échange. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que normalement, je suis la première à sauter sur les opportunités comme ça et je trouve que tu as trop raison et il faut le faire, tu vois. Je suis contente qu'on puisse être là pour parler ensemble et donc au final c'est la 2e fois qu'on se voit. Avant de commencer plus en profondeur notre discussion sur tout plein de sujets qu'on va aborder, chaussette time puisque le but d'être dans ce studio c'est de se sentir comme à la maison. Donc avec quelles chaussettes es-tu venu aujourd'hui, Félix? Alors, j'ai pas cherché longtemps parce que c'est les seules chaussettes un peu rigolotes que j'ai. Ouais. Au départ, je pensais que c'était des étoiles dessus, mais en fait, j'ai découvert ce matin que c'était les sapins, en fait, en regardant de plus proche. Oui, je me suis posé la question aussi. Et c'est la plupart de mes chaussettes, c'est des chaussettes volées à mon père.
Et donc, c'est les chaussettes de mon père que je lui ai volées et que je trouve assez cool. Hmm. Et donc, finalement, voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'ai découvert ce matin que c'était des sapins. Donc, Magnifique. Il voilà s'appelle les comment ton papa? Paul. Ok, bah on dit merci à Paul pour ses Merci, belles Paul. chaussettes. Pour ma part, sachant que nous sommes au 9e épisode, ça commence à être difficile de trouver des chaussettes. Donc nous avons des jolies chaussettes marron clair, voilà. Mais attention, petit soleil, très important. Il fait très chaud en ce moment, mais en vrai j'adore le soleil. Enfin juste, je mets des emojis soleil, je l'avais dit dans le premier épisode, je mets des emojis soleil dans tous mes messages et juste ce que représente le soleil pour moi à plein de manières différentes. Pour commencer l'épisode comme il se doit, je voulais te poser la question et savoir ce que tu penses de la nouvelle génération et des jeunes d'aujourd'hui. Pour répondre à cette question, déjà, je pense que je peux me baser uniquement sur les jeunes que je connais, avec qui j'ai grandi ou avec qui j'ai fait mes études. Donc, c'est peu représentatif de tous les jeunes, je pense, mais du coup, c'est juste mon point de vue. Notamment avec tous ceux avec qui j'ai fait mes études, je trouve que notre génération va mettre beaucoup plus en avant ses valeurs et va faire passer ses valeurs, ses passions, ses hobbies, peut-être avant sa carrière professionnelle. Et donc je trouve qu'on a quand même un changement d'attitude par rapport à la génération de nos parents, où on va faire beaucoup plus attention à ce qu'on consomme, à pour qui on travaille, quelles sont les valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille. Je trouve que ça représente assez bien notre génération qui fait attention à sa consommation, à l'écologie. Tu penses que donc, les jeunes aujourd'hui, ils priorisent vachement leurs valeurs, etc., dans tout ce qu'ils font de leur vie, quoi. En tout cas, certains, et je trouve que c'est important de remettre un peu ça au début, et que ça peut orienter beaucoup de nos choix. Quand on a vraiment une première offre d'emploi ou de stage. Enfin, si on met de côté avantages en nature, salaire et autres, est-ce que c'est vraiment une boîte pour laquelle j'ai envie de travailler? Est-ce que c'est des valeurs qui me correspondent? Est-ce que ce que dégage cette boîte m'intéresse? Qu'est-ce que les actionnaires font avec les bénéfices de la société? Enfin, je trouve ça intéressant de se poser ces questions-là avant de prendre un boulot. Est-ce que tu as envie de t'engager à 100% dans ton boulot, de ne pas regarder tes horaires? Ou est-ce que justement tu fais attention à respecter un peu plus tes horaires et passer peut-être ta santé mentale avant ta carrière pro? Est-ce que tu vas faire passer ta carrière pro avant tout? Ou est-ce que justement c'est intéressant pour toi d'avoir des hobbies, des passions, des loisirs, faire passer tes amis, ta famille avant totalement ta carrière pro? Je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes qui réfléchissent à ça, chose qui peut-être était moins le cas avant. Donc je trouve ça intéressant. Je ne dis pas que c'est la voie royale à suivre, mais je trouve que c'est intéressant. Ouais, c'est un mouvement. Si on doit résumer ça, c'est de remettre de la conscience dans tout ce qu'on fait, et du coup que ce soit dans le travail, mais dans même plein d'autres choix de vie qu'on fait, où je pense que juste on réfléchit plus à nos actes, et comme tu dis, par exemple, quand tu bosses dans une boîte, avoir la conscience de comprendre c'est pas juste un travail, c'est qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce que moi, le temps que j'y passe, l'argent qui se passe derrière, avec qu'est-ce que les actionnaires font de cet argent, par exemple, tu vois. C'est juste conscientiser et avoir plus conscience de ce qui se passe, et du coup remettre de la conscience pour juste... Parce que parfois, les êtres humains, ils font des trucs, ils réalisent même pas qu'ils font des trucs, et ils conscientisent pas. Du coup, je pense que c'est de remettre de la conscience dans tout ça, et je pense que c'est que bénéfique, et c'est tout à notre honneur de prendre ce chemin-là, quoi, je pense. Donc chouette, trop cool. Quand on a discuté un peu ensemble, j'ai la sensation que le mot impact, ou en tout cas avoir de l'impact, c'est quelque chose qui est important pour toi dans ce que tu fais aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui t'a toujours habité. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'enfant que tu étais, ou en tout cas des projets qui, au fur et à mesure, tu vois, quand tu étais au lycée, tu m'as parlé d'un projet aussi déjà à impact que tu as fait. Pourquoi avoir envie d'avoir de l'impact? Quand j'ai créé mes premiers projets avec mon meilleur ami Félix, on ne se posait pas la question de créer quelque chose, ou même le terme entrepreneur, je pense que je ne le connaissais même pas. C'était juste, on voulait créer des choses sans même se penser comment le faire. Par exemple, en première, j'ai fait mon lycée dans le 20e à Paris, et on avait créé une plateforme en lien avec notre cité scolaire pour mettre en relation des collégiens souhaitant de l'aide aux devoirs et des lycéens qui étaient prêts à aider des collégiens. Et donc on avait fait une petite plateforme de mise en relation qu'on avait appelée Hélène Solidaire, et on était allé dans toutes les classes pour distribuer des formulaires et autres. Et ça, on l'avait fait, mais vraiment comme ça, sans se dire entrepreneur ou autre. C'était juste, ça nous intéressait de créer ça. Et en fait, après avoir fait ce projet, Félix, il m'a dit, viens, on crée des petites conférences sur les dangers d'Internet. Vu qu'on voyait que notre génération
ok, l'arrivée des portables de Insta, Snap et autres, on a créé une conférence, on a développé un partenariat avec la CNIL et la MGEN. On a fait une présentation de 1 heure et on allait dans des collèges, voire des 4e et des 3e, je crois, et on leur a expliqué comment protéger leur vie privée sur Internet. Et donc ça, on l'a fait comme ça, en plus des cours, et c'était trop cool, quoi. Et c'était quoi qui vous habitait à ce moment-là ? Franchement, pourquoi vous le faisiez ? On se posait même pas la question, on se disait juste que tu vas avoir des GAFAM qui vont peut-être te prendre plein de tes données personnelles. Et donc on s'est dit, si on le dit le plus tôt possible à des jeunes collégiens, ça va leur éviter de faire des erreurs plus tard. Et franchement, on a pris pas mal de plaisir à faire ça, donc c'était cool. Donc dès le début, tu as eu ce truc-là, enfin en fait assez naturellement, c'est venu... Ouais, carrément. Sans trop y réfléchir. C'est ça qui est intéressant, je trouve. On dit souvent, quand tu te regardes un peu enfant, ce que tu faisais enfant, ou même adolescent, après, il y a des choses qui reviennent, ou en tout cas, quand tu les regardes, tu comprends certaines choses, tu vois. Et donc, en fait, au final, toi, dès le lycée, il y avait déjà ces choses-là qui... J'ai dû un peu en prendre conscience 3 ou 4 ans après. Pour moi, c'était normal de créer des choses, quoi. Donc, ouais, je comprends. Ça s'est fait assez naturellement, quoi. Mais souvent, on le regarde plus tard. Moi, je sais que je faisais beaucoup de vidéos pour mes parents quand j'étais petite. Quand on partait en voyage, je leur faisais tout le temps des vlogs et tout. Et moi, je faisais des vidéos toute seule dans ma chambre et tout, que j'ai jamais posté sur YouTube. Et en fait, quelques années après, j'étais en mode, en fait, depuis que t'es toute petite, t'aimes trop faire des vidéos, t'aimes trop faire du contenu. T'es passée à côté d'une carrière de youtubeuse, en fait. Écoute, je sais pas. Peu importe, j'ai oublié de te poser une question avant de partir sur ça. Si tu devais parler de Félix et si tu devais te décrire sans tes casquettes professionnelles, qu'est-ce que tu dirais ? Comment tu te présenterais ? Un Parisien de 26 ans qui est passionné par ce qu'il fait et qui veut à tout prix avoir un impact positif sur la ville et sur les citoyens, quoi. Voilà. Magnifique. Mais c'est une question qui est toujours très difficile en vrai à répondre parce qu'on a trop l'habitude. Celle-ci, je l'avais pas préparée. Non. Et on a trop l'habitude de se présenter avec nos casquettes professionnelles, etc. Et du coup, c'est toujours, je trouve, super intéressant de se dire, attends, sans mes casquettes... Et là, tu parles un peu de tes casquettes, d'ailleurs, professionnelles, en vrai. Ouais, pardon. J'ai pas fait gaffe, mais t'as quand même parlé de tes casquettes professionnelles. Mais parce que aussi, dans nos métiers, quand on est passionné, je pense qu'on a tendance à se définir avec nos casquettes professionnelles, comme si ça faisait partie de nous aussi, au final. Pour revenir après le lycée, tu avais commencé à avoir des projets impact, etc. À la fin du lycée, qu'est-ce que tu avais envie de faire ? Du coup, à la fin du lycée, j'ai toujours voulu travailler sur la ville, sur l'aménagement de l'espace public. Et donc là, j'avais un choix un peu compliqué à la fin de la terminale parce que je voulais faire de l'urbanisme et que j'avais pas vraiment de... Il n'y a pas une voie royale pour faire de l'urbanisme parce qu'il n'y a que des masters en urbanisme. Sauf que ça, on ne te l'explique pas forcément en première ou terminale. Et donc, soit j'allais à la fac, soit j'allais plutôt filière architecture. J'ai eu la chance d'être pris à l'école d'architecture de Versailles. Et donc, j'ai commencé une licence d'architecture à Versailles. Et ensuite, j'ai fait un master ailleurs, à Sciences Po, en urbanisme et politique publique. Mais avoir cette formation pratique et théorique en école d'architecture m'a tellement servi et me sert vraiment tous les jours. Et comment, au lycée, tu te dis c'est ça que j'ai envie de faire ? Parce que c'est hyper spécifique. Depuis tout petit, enfin non, pas tout petit, mais j'avoue que, par exemple, quand je me balade dans la rue, à Paris, je vais avoir envie d'améliorer tous les trucs qui vont pas. Et donc, drôle. Ouais, enfin, je sais pas, non, pour moi c'est cool, normal, c'est mais cool. Oui. je me dis, ce banc, il est mal positionné, il faudrait qu'il soit tourné dans l'autre sens. Là, en fait, il n'y a pas assez de poubelles à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Ou là, la voie bus, elle est tellement dangereuse par rapport aux cyclistes, c'est n'importe quoi. Et donc ça, avant de comprendre qui est en charge de ça, quand toi, tu as fait juste une filière ES, tu te dis, comment je fais pour avoir un impact là-dedans ? Tu fais quoi ? Tu vas travailler chez RATP ou tu vas travailler pour la ville, pour la région, pour le département ? Est-ce que c'est l'État qui gère ça ? Toi, quand tu as 17 ans, 16 ans, 15 ans, tu n'as aucune idée. Donc du coup, j'ai dû faire tout ce petit bout de chemin pour comprendre un peu où est-ce qu'il fallait être pour avoir le meilleur impact sur la ville, quoi. C'est intéressant. C'est vrai que quand on est petit, je trouve qu'on a... Bref, soit tu es passionné par ça et du coup, tu vas là-dedans. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai l'impression que j'observais beaucoup plus. Là où maintenant, j'ai peut-être moins de conscience vis-à-vis de ça, ou juste je marche vers mon truc, j'observe moins, peut-être. Est-ce que tu peux me parler un petit peu d'Extraterrasse ? Qu'est-ce que c'est Extraterrasse ? Extraterrasse, c'est une entreprise de mobilier urbain et d'équipement pour terrasses et balcons fabriqués en France. J'ai créé mes premiers produits en 2019-2020. Mon premier produit était une
table en bois de récupération qui s'installait sur les poteaux anti-stationnement, donc les poteaux de rue. Il y en a 300 000 à Paris, donc c'est énorme, ils sont omniprésents. Quand j'étais en L2, donc j'ai toujours voulu aussi créer des choses et j'ai découvert qu'il y avait un atelier bois à l'école et donc j'ai fabriqué, j'ai commencé un peu à bricoler, à découvrir le bois, les machines, je connaissais rien. J'ai fabriqué cette petite table comme ça qui se pluguait sur un poteau. Je suis allé voir des restaurateurs pour essayer de leur vendre. Ils me disaient ton truc est super mais ça va pas marcher. Il y a eu le confinement, le déconfinement et je suis retourné voir ces restaurateurs et ils m'ont dit maintenant qu'il y a l'autorisation gratuite des terrasses, je peux étendre ma terrasse, donc ton truc est une solution parfaite pour nous. Et donc là, de fil en aiguille, j'en ai vendu pas mal. J'en ai fabriqué encore en bois de récup. Ils ont dû apprécier que tu reviennes, enfin, ça a dû les faire rire, ils ont dû se dire ok, ce jeune il lâche rien, il revient me voir. Ouais, non, mais c'était trop bien. Mais du coup, en fait, j'ai créé des relations avec des restaurateurs parisiens. Ça m'a donné vraiment confiance pour la suite, en fait. Mais je trouve que cette idée, elle est trop chouette parce qu'en fait, c'est aussi utiliser ce qu'il y a déjà. Ouais. Tu vois, on pense souvent à créer de nouveaux trucs, à créer mais en fait, il y a déjà plein de choses qui existent et comment on peut... Enfin, c'est ça aussi le but, j'imagine, de la mobilité. Et bah, du coup, c'est un peu le concept d'Extraterra, c'est de se fixer à l'existant pour utiliser le moins de matière possible. Voilà. Et belle transition. Et ça me tient vraiment à cœur parce que, évidemment, en fait, si tu crées une table avec des grands pieds, bah forcément, tu vas utiliser plus de bois, plus d'acier, ça prend plus de place, c'est plus lourd. Alors que là, si on se fixe uniquement sur l'existant pour absolument tout, bah, en fait, tu crées des nouveaux usages avec le moins de matière possible. De fil en aiguille, j'ai fait du mobilier urbain, des accroches à vélo, des cendriers qui se fixent encore une fois sur les potelets. Et vu que je suis parti de l'espace public, j'ai voulu créer le même produit, on va dire, et le même concept, mais à une autre échelle. Et donc je suis passé de l'espace public à de l'espace privé, voire semi-privé sur les balcons. Et encore une fois, je me fixe sur l'existant, sur les rambardes, donc sur les garde-corps. Et donc du coup, là, tu penses à une table avec des pieds, une table de jardin. Bah là, vu qu'elle vient se fixer sur le dessus du garde-corps, bah en fait, il n'y a aucun pied. Et donc, le produit va à l'essentiel, à 100%, parce que c'est le plateau, les deux rebords, le système de fixation. L'idée est d'aller tout le temps à l'essentiel, que ce soit même avec mon fournisseur dans les découpes, perdre le moins de matière possible. Et donc, au tout début, ce projet-là, tu le considérais, tu l'avais fait à côté de tes études et puis d'un CDI, tu vas nous en parler. Donc, c'était un side project, si on peut dire ça. Ou est-ce que, directement, tu t'es dit, il y a un but que dans quelques années, ça devienne mon business? Comment on passe de l'un à l'autre? Comment tu le voyais? Je pense que j'étais passionné et que je me posais même pas la question de qu'est-ce que ce sera dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Juste, j'ai dessiné quelque chose, je l'ai fabriqué, je vois qu'il y a des gens qui sont intéressés pour potentiellement me l'acheter. Et donc, j'ai toujours fait ça à côté de mes études d'archi, ensuite à côté de mes études d'urba. Et donc, à la fin de mes études, j'ai décidé de m'y consacrer pendant 1 an à temps plein. Enfin, je pense que ça fait partie des plus belles années de ma vie où j'ai tout bâti pierre par pierre. Donc, je m'y connaissais pas en vente, pas en com. Je savais pas par où partir. Tu mets quoi comme prix de vente? C'est quoi ton prix final? Faut avoir quoi comme prix de revient? Mais même, c'est des questions que je me pose encore aujourd'hui. Mais en fait, quand tu es tout seul, tu n'as aucune idée. Comment tu testes auprès d'un marché? Est-ce que mon produit, il se veut haut de gamme? Est-ce qu'il se veut design? Est-ce que je le veux accessible? Tout cet entre-deux, à tâtonner, il est assez dur et il prend pas mal de temps. Quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas de ma famille, qui a mis sa carte bleue pour acheter mon produit et le recevoir chez lui, déjà, ça te met en confiance. Et donc, j'ai réussi à avoir assez de précommandes pour pouvoir lancer une production. Et donc, j'ai dû prendre un local à Pantin et m'organiser vraiment comme une vraie entreprise pour livrer tous les clients qui commandaient sur mon site. Et je voulais rebondir sur un truc que tu as dit au tout début quand tu disais, quand je l'ai lancé, je réfléchissais pas à ces questions, est-ce que ça va devenir une entreprise? Je le faisais parce que j'avais envie de le faire, tu vois. Mais déjà, je pense que ça, c'est comme ton projet que tu parlais du lycée où vous n'avez pas réfléchi à pourquoi vous le faisiez, mais vous l'avez fait. Je pense que souvent, quand même, ça, c'est des projets qui, du coup, viennent du cœur parce qu'on ne pense pas à l'aspect monétaire. Est-ce que ça va me rapporter? Alors qu'aujourd'hui, tu as plein de gens qui créent des projets en se disant ok, demain, je veux grave gagner de la thune. Comment je peux faire? Je vais créer un business, un concept. Des gens qui veulent percer sur Insta, ils se disent, ok, quel concept je peux trouver? Parce qu'aujourd'hui, on parle tout le temps de concept. Et du coup, il y a un truc très authentique et très vrai, je trouve, quand tu te dis, en fait, j'ai envie de faire ça. Je vais créer mon projet. Si demain, ça marche, tant mieux.
mais Sinon, c'est pas je me la serais première amusé. motivation, tu vois. Ah oui, Et complètement. du coup, je trouve qu'il y a un truc sincère, honnête, qui fait que trop cool, aujourd'hui ça marche et tu t'attendais pas forcément à ça quand tu l'as créé. Mais c'est Ouais. ça la beauté aussi du truc, je trouve. Donc je trouve Ah, mais ça. complètement. Et je pense que ça aurait pas marché si je m'étais posé les questions, Mm. enfin, ces questions-là. Et même, c'est, je pense, un état d'esprit que je garderai dans 3-4 ans si je veux monter un autre projet. C'est juste, il faut que ça me plaise, il faut que j'ai envie. Si tu fais ça pour l'argent, ça te Ouais. drive pas, en fait. Et tu parlais notamment de l'entrepreneuriat solo. Qu'est-ce que tu penses de cette aventure d'entrepreneuriat solo? Comment on fait quand il y a des moments de doute parfois? Parce qu'il y a toujours des moments de doute dans l'entrepreneuriat, ça fait partie du processus. Je pense que ça a vraiment rien à voir de monter une boîte avec un associé et d'être solo. Et j'adore entreprendre solo. Il faut quand même s'entourer, notamment pour toutes les périodes de doute ou autres. C'est vraiment, je pense, l'essentiel pour tenir sur la durée et qu'il faut trouver un entre-deux qui est dur à trouver sur pas faire que en parler non-stop. Sinon, après, les gens, ils en peuvent plus. Il faut essayer de t'entourer le mieux possible. Mais c'est vrai que les moments un peu de down, tu les vis quand même plus solo. Pareil, si tu avais un associé, les victoires, tu les vis à deux, tu vois. Je comprends. C'est trop intéressant quand tu parles du fait d'en parler à tes proches, mais pas d'arriver au stade où tu les saoules de trop en parler. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé de les saouler. Moi aussi. C'est un peu dur. Je trouve ça hyper dur l'équilibre parce que à la fois tu as vraiment besoin d'en discuter autour de toi et puis c'est ça qui te passionne donc tu le vis à fond. Ouais. Mais moi par exemple pour le podcast où il y a des fois où j'ai besoin d'avancer, où j'ai plein d'idées dans ma tête et j'en parle tout le temps mais j'ai l'impression les gens te disent non mais je suis là pour parler avec toi et tout. Mais tu te dis quand même faire attention parce que si je parle que de ça, il y a un moment ça va les saouler quoi, tu vois. Ouais. Donc faut trouver l'équilibre en OK, là j'ai un vrai sujet, j'ai vraiment besoin de ton avis. Est-ce que tu peux me donner ton avis? Et parfois, les petites pensées, les trucs un peu intérieurs, peut-être parfois discuter plus avec soi-même pour éviter d'aller saouler tout le monde. Ouais, ou avec un autre entrepreneur, en fait. Oui, avec un parce autre qu'en entrepreneur. fait, l'autre va jamais te juger parce que il sait très bien que c'est normal de se poser ce genre de questions. Quand t'es dans ton projet, t'as vraiment la tête dedans, quoi. Donc c'est dur aussi parfois d'en sortir. Mais c'est aussi pour ça que aller voir des potes qui font complètement autre chose, c'est trop bien parce que du coup, ça te sort de ta bulle aussi, je pense. Ouais, tu vois, alors que si t'as que des gens qui sont dans le même milieu que toi, tu vas tout le temps parler de ça au final. Quand t'es tout seul à monter ta boîte, t'es seul entrepreneur, il y a un monde où du coup tu t'arrêtes jamais de travailler, ou juste, moi j'y pense tout le temps. Mais vraiment, je travaille tout le temps, même quand je nage, quand je regarde au fond de l'eau, Extraterrestre. Mais je fais que y penser tout le temps. Et donc du coup, même quand je suis avec des potes ou autres, j'ai tout le temps envie d'en parler parce que je travaille tout le temps dans ma tête, tu vois. Oui, donc, même quand je me douche, même quand je me réveille et tout. Mais ça fait partie de moi et c'est peut-être pour ça aussi que je suis aussi passionné et que ça me dérange pas du tout de travailler des week-ends entiers que sur ça. Donc c'est une force, mais c'est l'entre-deux à trouver et des fois un peu dur. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Oui, c'est un truc aussi de savoir couper, même les week-ends, si parfois tu prends des week-ends en mode de savoir couper, tu vois, avec ça aussi. Et de dire non, là, j'y pense pas, tu vois. Et je voulais rebondir sur un truc un peu plus perso que j'ai vécu il y a pas longtemps, et j'aimerais bien avoir son point de vue là-dessus. En gros, il y a pas longtemps, j'ai participé à une retraite de yoga. Et en fait, pendant la retraite de yoga, on devait pas donner notre âge, et on devait pas parler de nos rôles dans la société. Donc, c'est-à-dire que là, en plus, j'étais vidéaste pendant cette retraite de yoga, mais j'ai participé tout autant. Mais en tout cas, il fallait pas qu'on parle de nos métiers. Et donc, en fait, pour moi, c'était super intéressant, qui vit aussi à fond mon métier, c'est un peu comme ce que toi tu vis, tu vois, j'ai l'impression que moi, ça fait partie entièrement de ma personnalité et de moi, ce que je fais au quotidien dans mon taf, etc. Moi, je le lis beaucoup à ce que je suis parce que je sais que ce soit aligné avec qui je suis aussi, blablabla. Et donc, c'était hyper intéressant de se dire, ok, sans ces casquettes-là, déjà, tu reviens à toi en mode, t'es qui sans ces casquettes professionnelles-là, tu vois. Et aussi, on a fait un exercice d'écriture à un moment sur les limites qu'on se met dans la vie. Et en fait, les limites que parfois, par exemple, professionnellement, il y a plein de limites que je me suis enlevées en mode dans le professionnel. Par exemple, je sais pas, il y a des trucs où juste je fonce, je réfléchis pas. Mais c'est pas pour autant parfois que t'enlèves ces limites-là dans le pro que tu les as pas dans le perso. Par exemple, le regard des autres, dans le pro ou dans le côté de foncer ou le regard des autres.
moi, dans le pro, bon, c'est toujours un travail, ce sera toujours un travail, mais j'essaie de foncer, quoi. Quand j'ai envie de faire un projet, j'y vais, je me pose pas trop de questions, let's go, on y va, voilà. Mais c'est pas pour autant que dans le perso, j'ai complètement balayé le regard des autres, j'ai encore un travail à faire là-dessus, tu vois, sur plein de trucs. Donc, juste de voir que ces deux casquettes-là qui font partie de ta personnalité, au final, ça reste quand même deux choses différentes, le pro et le perso, tu vois. Ouais, si. Ouais, voilà. Je sais pas si ça te fait des liens, des trucs à toi, mais du coup, là où nous, on s'associe beaucoup à notre métier, parfois, j'arrive à me dire, attends, en fait, il y a quand même un côté pro et il y a un côté perso. C'est pas tout mélangé non plus. Ouais. Qui est dur à voir, je pense, des fois. Bref, voilà. Petite aparté. T'as quitté ton CDI il y a pas longtemps. Comment t'as fait ce choix-là? Enfin, déjà, est-ce que tu peux me parler un petit peu du CDI que t'avais choisi après tes études? Parce que c'était aussi un projet à impact. Est-ce que tu peux en parler un peu? Et ensuite, comment t'as fait le choix, au moment d'arrêter, pour te consacrer à Extraterras? Du coup, moi, j'étais chef de projet mobilité dans une collectivité. J'étais en charge du suivi du plan vélo. Et donc, je travaillais avec les directions techniques pour suivre le déploiement, par exemple, des stations Vélib, suivre le déploiement des arceaux vélos, favoriser l'intermodalité aux abords des gares et s'assurer de la mise en place des nouvelles pistes cyclables sur le territoire. Et du coup, en plus de ce boulot, j'avais Extraterras à côté. Mais au bout d'un moment, je pense que je me suis aussi fait un peu dépasser par les commandes. Du coup, là, je suis un peu de retour sur Extraterras à temps plein. Pas forcément pour l'infini, parce que je suis persuadé que... En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir un travail à côté d'une aventure entrepreneuriale, parce que je suis sûr que d'être stimulé au quotidien par d'autres sujets, par d'autres problématiques, en l'occurrence des problématiques urbaines, ça peut totalement servir Extraterras et surtout, ça te stimule intellectuellement. Au quotidien, tu t'endors jamais, tu es tout le temps au courant des nouveaux projets, des nouveaux mobiliers qui vont être mis en place, d'autres entreprises qui vont tenter d'innover sur ton territoire. Donc je pense que les deux sont hyper complémentaires. Et moi, ça m'intéresse énormément de faire les deux et de continuer à avoir un peu un impact positif sur la ville. Depuis quelques mois, du coup, tu es à 100% sur Extraterras. Tu as aussi recruté un stagiaire qui s'appelle Achille, qui est là, on lui fait coucou. Salut Achille. Comment ça se passe Du coup, tu travailles tout seul depuis des années. Comment ça se passe de travailler avec quelqu'un? Et du coup, vous avez quelques années d'écart. Donc, comme on est là aussi pour parler de la jeunesse, des différences, de l'intelligence artificielle, etc. Quel est ton point de vue un peu là-dessus, sur l'évolution On en parlait tout à l'heure, du fait de déléguer, qui est vraiment pas simple. Vu que je fabrique en France et que j'ai envie d'avoir un produit hyper quali, un peu haut de gamme, accessible mais quand même milieu de gamme, j'ai envie d'avoir les clients les plus satisfaits possibles. Et du coup, je travaille avec Achille qui va rentrer en M1 et qui m'aide beaucoup aujourd'hui, notamment de 1 à avoir un regard neuf sur ce que je fais. Donc déjà, tu as quelqu'un qui va connaître ta boîte, qui va connaître tes process et qui va te dire « Ah ben non, mais là, tu peux pas passer autant de temps à faire ça. » Je dis, bah si, moi j'ai toujours fait comme ça. Moi, lui, j'ai envie de le chouchouter, de lui dire ça. Il me dit, bah non, en fait, tu peux pas, en fait, parce que il faut que tu avances, il faut que tu crées des nouveaux produits. Toi, ta valeur ajoutée, c'est ici, donc tu peux pas perdre trop de temps à t'investir là-dessus. Et donc, le fait d'avoir un regard neuf, ça t'aide beaucoup aussi à prendre du recul sur ta boîte, à prendre du recul sur tes process. Et tu parlais d'intelligence artificielle. Justement, vu que nous, on n'a pas grandi aussi pendant nos études sup avec l'IA. Je pense qu'il faut vraiment s'en servir intelligemment. Et donc là, on regarde à mettre en place des choses qui peuvent vraiment nous aider. Ça fait gagner du temps. Moi, je trouve ça super inspirant, en tout cas, quand tu as des projets d'entrepreneuriat où tu es seul pendant un moment, d'avoir quelqu'un avec qui tu travailles, qui t'accompagne, qui a un point de vue extérieur, comme tu disais, qui t'apporte d'autres compétences aussi. Ouais. En tout cas, je trouve ça super inspirant et je trouve ça génial. Et moi, ça me donne envie. Voilà, je fais passer le message. S'il y a quelqu'un qui a envie de venir faire un stage chez Nouvelle Era. T'as bien raison. Mais juste, en tout cas, je trouve ça cool. Et moi, ça me donne envie aussi, peut-être dans les prochains mois ou prochaines années aussi, de prendre quelqu'un peut-être avec moi, parce que j'ai la sensation aussi que ça te donne un certain cadre, là où, pour ma part, je suis en freelance, donc il y a plein de sujets... il y a plein de choses qui se passent, et je trouve que d'avoir quelqu'un au quotidien avec toi, ça te permet de te cadrer encore plus toi-même, je pense, sur tes objectifs, parce que tu es à deux et que tu avances à deux aussi. Et du coup, je trouve ça super chouette que tu aies passé ce pas-là. Même si le cadre en soi, c'est à toi de le mettre, mais du coup, tu vas
t'imposer de encore mettre plus. un cadre supplémentaire. Ouais. Extraterrestre continue à grandir. On parlait notamment tout à l'heure un peu de la fabrication française, parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, où tu as envie de rendre le design aussi accessible au plus grand nombre. Mais du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de ces, c'est pas problématiques, mais de ces questionnements que vous avez en ce moment sur qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer français aujourd'hui? En quoi c'est important pour toi déjà de fabriquer français? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Mes premiers mobiliers étaient en bois de récup, que ce soit du bois que j'avais un peu récupéré à gauche à droite à l'école, ou même j'ai fait quelques protos ou produits avec du bois que je trouvais dans la rue, aux encombrants ou autres. Donc ça déjà, je trouvais ça génial de créer un produit avec, entre guillemets, rien. Donc en vrai, vu que ce bois allait être jeté ou autre, tu te dis, mais en fait, l'impact carbone de un produit, il est quasi neutre. Donc ça, je trouvais ça génial. Et donc c'est pour ça que depuis le début, j'ai cette volonté de fabriquer pas trop loin. J'ai juste une petite question vis-à-vis de ça. Est-ce que ça vient de ton éducation ou est-ce que ça, c'est juste toi depuis toujours, tu as envie de faire attention Oui, sûrement que ça a influencé, mais je sais pas, pour moi c'était évident un Ouais. peu d'avoir l'impact le plus faible possible en créant un nouveau projet. Et donc j'ai réussi à trouver un partenaire industriel de confiance qui m'a aidé, qui a cru en moi, qui m'a direct vu comme un designer, comme un entrepreneur, et pas comme un petit de 21 ans. Donc ça déjà, c'est une vraie chance. Et ça a été possible en France, donc c'est encore mieux. Là où ce que je trouve génial, c'est que du coup, entre guillemets, les milliers d'euros que je vais mettre en achat de matières premières, c'est de l'argent qui va être dépensé en France. La TVA va être payée en France. Après, du coup, il y a aussi une réalité vu que je fabrique en France, j'ai forcément des marges qui sont beaucoup plus basses que certains concurrents ou autres qui vont fabriquer en Chine, par exemple. Et du coup, moi, aujourd'hui, ça ne me permet pas de travailler avec un distributeur ou un agent pour être exposé dans différentes boutiques ou autres. Donc ça, c'est des réflexions que j'ai aujourd'hui, à voir comment ça évolue dans le temps. Mais voilà, il y a aussi une réalité là-dessus et on t'en parle pas forcément, tu le découvres par toi-même. Donc ça fait aussi partie des défis de notre génération, de devoir vouloir faire bien avec ce qui est mis en place aujourd'hui. Et donc tu découvres toi-même, tu as des ambitions, des valeurs, et donc il faut essayer de jongler avec tout pour aussi que derrière, ce soit économiquement viable. Et de trouver l'équilibre entre quelque chose qui est écologiquement parlant, économiquement parlant, français parlant. Enfin, tu vas trouver un équilibre là-dedans qui, toi, correspond avec tes valeurs, c'est ce que tu disais au tout début du podcast, et aussi que ce soit aussi viable pour toi, en fait, finalement. Ah oui, complètement. Je voulais revenir à des questions peut-être un petit peu plus, pas philosophiques, mais bon, en gros... Aujourd'hui, t'aimes ce que tu fais, tu vis de ton projet, t'es passionné. En quoi c'est important d'aimer ce qu'on fait dans la vie et que ça ait du sens? Franchement, hyper simple. C'est juste quand tu te lèves le matin, t'es trop content. Je suis pas du tout du matin. Et là, vraiment, depuis quand je me lève, je suis trop content de me lever et d'aller bosser, en fait. Et ça, je trouve ça tellement important. Et je pense que j'aurais vraiment du mal à me lever pour faire un truc qui me plaît pas. Et donc, je pense que si c'est vraiment moteur de ta vie, tu te lèves, tu fais un truc que tu kiffes et c'est trop bien, quoi. Et comment on fait pour trouver ce truc-là? Si on l'a pas encore trouvé. Faut tester. En soi, faut pas avoir peur d'échouer. Toutes les expériences que tu vas faire et que tu vas avoir, pour moi, c'est hyper important de faire des trucs que tu n'aimes pas pour être sûr que tu n'aimes pas. Tu vas te dire, je veux essayer de bosser dans ce milieu. Tu testes, mais tu testes vraiment. Tu testes 1 an, 2 ans, ça te plaît pas, c'est pas grave, tu as appris plein de trucs, et comme ça, tu sais que toute ta vie, ça t'a pas plu de travailler dans ce secteur. Et du coup, ça te servira énormément pour après. Faut tester, faut pas avoir peur d'échouer. Puis je crois aussi que, plus je grandis, plus j'ai l'impression que je comprends ça, que en fait, c'est ça paraît pas tout comme ça, mais en fait, c'est un chemin dans le sens où toute notre vie, en fait, on va... comprendre des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, on va avancer, il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer, il n'y a rien qui est fixé, tu vois, et ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas ce que tu feras demain. Et aussi, on est une génération qui fait, enfin, pas pour tous, mais beaucoup, on va faire plein de métiers différents, et ça, je trouve ça hyper excitant, et ça, j'aime trop aussi ça dans notre génération, je trouve ça trop bien. Moi, je pense que dans quelques années, peut-être que je ferai autre chose, et je trouve ça trop bien, et du coup, tu peux rêver de plein de vies un peu différentes, choisir celle que tu veux maintenant, mais il y a un peu la voie de tous les possibles, quoi. Et toutes tes expériences passées vont te servir pour tes expériences futures. Et tout ce que tu as fait avec le podcast, évidemment que ça va te servir. Je suis d'accord. Mais là, ça, je trouve ça cool, en tout cas, dans notre génération. J'aime bien le fait... Est-ce que toi, tu penses que tu vas être designer toute ta vie?
Ou en tout cas lié aux mobilités, à l'urbanisme Ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de continuer là-dedans. Mais... d'y contribuer, ouais. J'ai mis en place un nouveau petit Oula. rituel de fin. Là, dans cette tasse, qui n'est pas une tasse où il n'y a pas de l'eau, il y a des petits papiers et il y a des petites questions un peu philosophiques ou sur plein de sujets différents. Donc, je t'invite à en piocher une pour commencer. Et on va voir ce qui s'y cache. Ça peut être deep, moins deep. Tu m'as pas prévenu pour ça. Non, gardez des surprises. Je vais en prendre un autre. Vas-y. Bien sûr. J'ai vraiment aucun avis là-dessus. Ah, ça, c'est pas mal. Es-tu heureux? Et ouais, vraiment. Et je me suis vraiment fait la réflexion, vraiment il y a 3 jours. Ça faisait longtemps que j'avais pas été heureux comme ça. Magnifique. Magnifique. C'est trop beau. Pour plein de raisons. Je pense que ça rejoint la question que tu as dit avant, quand j'ai répondu je suis content quand je me lève le matin. Et pour moi, les deux vont ensemble si tu es heureux dans ce que tu fais, tu commences bien ta journée, c'est trop cool déjà. T'es pas frustré, t'es pas malheureux, t'es pas triste. Tu fais ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de créer, et c'est passionnant quoi. C'est important. Ouais. Tu peux en piocher une autre si tu veux. Tiens, lui c'est celui que je veux pas répondre. Attends, peut-être que je peux y répondre, hein. Ouais, Je l'ai pas fait moi. Alors, ah oui d'accord, bah oui là-dessus je me sens plutôt à l'aise. Quel est ton rapport à la spiritualité? Tu en penses quoi? Good question. Alors, moi, mon rapport à la spiritualité... Déjà, je crois que le mot spiritualité, il veut tout dire et rien dire. Donc, je sais pas trop si c'est le bon mot que j'aurais dû écrire. Et je crois qu'en ce moment, il y a plein de gens qui tentent un peu soit de l'enlever ou de moins le dire. Parce que, être spirituel, c'est quoi, tu vois? Donc, c'est assez deep. Mais en soi, moi, je peux dire que je suis une personne spirituelle dans le sens où... Je pense que je trouve ça hyper chouette de s'intéresser à qui on est vraiment profondément. Parce que si tu t'intéresses à qui tu es, tu vas pouvoir avoir une meilleure vie, une vie plus alignée, une vie plus libre. Du coup, je trouve ça hyper important d'avoir ce truc un peu de regarder à l'intérieur de soi. Là où c'est avoir de la conscience aussi, tu vas être conscient de ce que tu ressens, de ce que tu vis, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas. Enfin, tu vois, j'aime pas non plus ce mot de développement personnel, mais en mode, c'est des sujets qui m'intéressent parce qu'en fait, c'est juste des sujets où tu vas être mieux avec toi-même et qui vont te rendre plus heureux. Donc moi, en vrai, tous ces sujets-là, ça m'intéresse à fond et ça participe à ce que je fais aussi aujourd'hui. Donc voilà un peu mon point de vue sur la spiritualité. Ravi que tu aies répondu à la deuxième question. Ouais, ça m'a fait bizarre de répondre à une question, dis donc. Tu peux en prendre une deuxième. Soyons fous. Je pensais que c'était un autre. Il y en a un autre, peut-être, je me dis, tu vas pas vouloir répondre. Oh, putain. Je pense que c'est celui-là. C'est sûr. Est-ce que c'est sur l'amour? Ouais. Comment on fait pour trouver ce qui nous anime? Ah, plus simple déjà. Ah ouais. Non, je pense que j'ai un peu déjà répondu Oui. tout à l'heure. C'est vraiment tester le plus de choses possible. Et je pense que c'est essayer de trouver quelque chose qui nous rend heureux et où tu te poses pas de questions. Enfin, faut trouver le truc où quand tu te lèves, tu es heureux de le faire. Et je pense que quand tu touches quelque chose du doigt et que tu sens qu'il y a un peu de traction, que tu pourrais avoir quelque chose à apporter à ça, je pense qu'il faut pas lâcher et qu'il faut continuer de s'accrocher à ça pour voir ce qu'il y a au bout, quoi. Je pense que je vais répondre à l'autre question parce que je me dis, les gens, ils ont entendu l'amour, mais ils savent pas ce que c'est la question. Donc je vais me lancer si tu veux pas y répondre. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu penses de l'amour à notre âge? Quelle place ça a? Vous avez 3 heures. Qu'est-ce que tu penses de l'amour? Déjà, je crois que j'avais déjà posé cette question dans d'autres interviews. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, et je trouve ça chouette, aujourd'hui, on pense plus que l'amour, c'est que l'amour amoureux. Qu'en fait, l'amour, ça a plein de formes différentes, avec nos proches, avec soi-même et tout ça. Et du coup, je trouve que l'amour, ça... Enfin, déjà, comme je me pose plein de questions philosophiques dans ma vie, je me dis aussi souvent que, tu sais, quand tu arrives à un certain âge de ta vie et que tu te retournes, je pense que ce qui t'a rendu heureux, c'est l'amour que t'as, les relations que tu as construites, tu vois, avec tes proches, avec ta famille, avec toi-même aussi. Et que du coup, l'amour, voilà, quoi, ça prend énormément de place dans la vie. L'amour même de ton travail et tout, enfin bref, plein de choses. Mais du coup, en vrai, l'amour, je pense que c'est un truc qui est omniprésent dans nos vies, et je pense à tout âge, et que plus tu le découvres tôt, mieux c'est. Et il y a plein de formes d'amour, il y a l'amour amoureux, mais l'amour de soi aussi qui est trop important. Donc je pense que ça a plein de formes différentes, et qu'à notre âge, ouais, parfois c'est un petit peu difficile, parce qu'on pense tout de suite à l'amour amoureux, mais qui nous fait aussi apprendre plein de choses, je pense, dans la vie.
Bref, je pourrais en parler pendant longtemps, je sais pas trop où je vais. Mais en tout cas, l'amour a plein de formes différentes et je trouve que c'est hyper important dans la vie de toutes les formes qu'il prend. Voilà, les petites questions. Pour finir ce podcast, je voulais savoir quel conseil tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent. De ne pas avoir peur d'échouer et de tenter le plus de choses possibles. Même si tu as des échecs ou autres, réessaye. Toutes les fois où j'ai essayé de vendre des tables au début à plein de restaurateurs, ils trouvaient ça cool mais ils me disaient non. J'ai jamais lâché. Et en fait, je trouve qu'avoir un peu cette déterre de tout le temps réessayer, même quand on te dit non, ça a finalement porté ses fruits. Donc, je trouve ça sympa, cool et encourageant de réessayer même quand on échoue, quoi. Ouais, ça se fait en plusieurs étapes. Mais du coup, d'accepter que peut-être au début, ça va pas marcher et ça va te permettre de te challenger aussi. Et en fait, ça se trouve, c'est le mauvais produit, il faut que tu le changes. Mais du coup, même le fait d'échouer, tu vas parler avec des gens qui vont te dire ton truc, il va pas marcher parce que ça. Bah, tu rentres chez toi, t'as le seum, mais tu refais, tu recommences. Ça peut toujours te permettre de t'améliorer, quoi. C'est comme ça que t'avances. Ouais. Magnifique. Beau mot de la fin. Bon, bah parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Félix, Sidonie, pour ce beau moment. C'était chouette. Merci pour tous tes partages. Et puis, on souhaite le meilleur à Extra Terrasse pour la suite. Merci d'avoir répondu aux aux deux petits papiers que je t'ai refilés. Mais tu sais quoi, c'est drôle parce que moi, j'entends, je pose plein de questions et tout ça, mais je pense que c'est plus dur que ce que je ne pense de répondre à des ravi questions. De te les avoir refilés. Bah ouais, mais je pense que c'est beaucoup plus dur parce que parfois on pense plein de choses dans sa tête, et moi il s'en passe plein de choses, des choses dans ma tête. Ouais, moi aussi. Mais c'est plus facile, c'est plus difficile parfois d'expliquer tout comme on pense dans notre tête. Donc pour moi c'était un exercice aussi très sympathique de répondre à ces questions qui étaient un petit peu difficiles, mais qui étaient hyper intéressantes. Donc voilà, merci à vous tous de nous avoir écoutés pendant cet épisode, et puis on se vous dit à la prochaine fois. Bye bye. C'était trop drôle ces petits papiers. En fait, j'aimerais bien répondre. Putain, je suis tombé sur les deux. Ouais. La question de l'amour là.